En physique quantique, un champ est associé à des particules, qu'on appelle les quantas du champ. Et ce qu'on appelle les bosons de Higgs, ce sont les particules associées à ce champ. Ok ? Et donc, alors là, la métaphore est complètement fausse, mais je la dis quand même. Le boson de Higgs, ça serait l'équivalent des cristaux de neige dans le champ de neige. C'est les quantas qui font le champ. Et donc, pour être sûr qu'il y a un champ, il faut prouver que ces cristaux existent. Et donc, il faut mettre en évidence des bosons de Higgs. Alors, ça a été une longue histoire, hein, ça a duré 48 ans. La première étape importante est une étape faite par des théoriciens qui ont réussi à montrer qu'en injectant dans les équations du modèle standard le boson de Higgs, on pouvait maintenir la cohérence du modèle. Le modèle n'était pas complètement perdu, ça a donné lieu à des prix Nobel, donnés à des théoriciens, alors même que le boson de Higgs n'était pas découvert, parce que c'était un travail théorique magnifique. Et ensuite, pour trouver ces particules, vérifier qu'elles existent, il n'y a qu'une solution, c'est de les créer. Les créer en faisant des collisions de faisceaux de particules à haute énergie, comme on le fait au CERN ou ailleurs. Et le problème qu'on avait, c'est que le modèle standard, s'il est correct, dit que le boson de Higgs doit exister, mais il ne dit pas quelle est sa masse. Et donc, on ne sait pas comment chercher, parce que pour chercher une particule, c'est bien de connaître sa masse. Parce que quand vous faites une collision de deux faisceaux d'énergie E, eh bien, l'énergie des particules incidentes avant la collision, c'est toujours Einstein, E égale mc2, devient de la masse. Donc, pour créer une particule de masse m, il faut que la collision mette en jeu une énergie E telle que m est égal à E divisé par c au carré. D'accord ? Donc, il faut avoir suffisamment d'énergie pour créer la masse correspondante. Comme on ne connaissait pas la masse, on a commencé par creuser un tunnel de 27 km du côté du Jura, là, près de Genève. Tunnel qui est à peu près la longueur du périphérique parisien. Et à l'intérieur de ce tunnel, on a construit une machine qu'on a appelée le LEP, qui était un collisionneur d'électrons et de positrons, le positron étant l'antiparticule de l'électron. Et c'est une machine qui a été démarrée en 1989. La première révolution des électrons, d'ailleurs, a été faite le 14 juillet pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. Et pendant 10 ans, on a cherché le boson de Higgs et on n'a rien vu. D'accord ? On n'a rien vu. On n'en a pas déduit qu'il n'existait pas. On en a déduit qu'il était plus lourd que les masses qu'on pouvait atteindre par les collisions auxquelles cette machine nous donnait accès, c'est-à-dire on savait qu'il avait, du coup, s'il existait, une masse supérieure à 115 GeV, qui est notre façon, nous, de nommer les masses. 115 GeV, c'est 115 fois la masse d'un proton. Donc on a dit, s'il existe, puisqu'on ne l'a pas vu, c'est qu'il est plus lourd que 115 protons, ce qui explique pourquoi on ne l'a pas vu. Pour le voir, il faut plus d'énergie. D'ailleurs, il ne peut pas avoir une énergie très très élevée, beaucoup plus élevée, parce que si c'était le cas, il y aurait des incohérences théoriques qui apparaîtraient. Donc en fait, on savait que s'il existe, sa masse est comprise entre en gros 115 GeV et 200 GeV. Et donc on a dit, il faut faire une machine plus puissante dans le même tunnel, 27 km. Et il faudrait mettre dans la machine des protons au lieu de mettre des électrons. Parce que les protons sont plus lourds, puis ils ont plus d'énergie, et donc on aura dans le centre de masse de la collision une énergie plus grande, et si on a suffisamment d'énergie, eh bien, on est sûr qu'un Higgs dont la masse est inférieure à 200 GeV ne pourra pas nous échapper. Et on est sûr d'avoir une machine qui permet d'explorer toute la gamme de masse dans laquelle le boson de Higgs peut se trouver. Bon. Et il y a des tas d'ennuis, évidemment, parce que quand vous faites une collision d'électrons, l'électron, c'est une particule élémentaire. Le positron aussi. Ils n'interagissent pas par le biais d'interactions nucléaires. Donc c'est des collisions assez propres. Alors que le proton, il contient des quarks. Et les collisions de protons, en fait, c'est pas des collisions proton-proton, c'est un quark d'un proton qui cartonne avec un antiquark ou un gluon de l'autre proton. Et donc on ne sait pas très bien quelle énergie est mise en jeu dans la collision. C'est plus compliqué. Donc c'est des collisions plus difficiles à interpréter. Je ne sais pas si vous avez visité le CERN, mais ça vaut le coup. La machine, du coup, c'est des aimants supraconducteurs. Parce qu'il
qu'il faut des champs magnétiques très puissants pour courber les trajectoires des protons le long de la trajectoire circulaire. Les détecteurs, il y en a deux, qui s'appellent CMS et Atlas. Bon, je pense que vous avez vu des photos, c'est des objets qui ne tiennent pas dans Notre-Dame. Hein. Ce sont des cavernes, ça pèse plusieurs dizaines de milliers de tonnes. La longueur des câbles électriques dans un détecteur, c'est 6 fois la distance Terre-Lune. Pour ceux qui... C'est des choses compliquées. Bon. Et cette machine a été décidée en 93, après une réunion entre Helmut Kohl et Balladur, après que les Américains, qui avaient un projet concurrent plus gros, aient annoncé qu'après avoir commencé les travaux, ils avaient décidé d'arrêter. Cette machine s'appelait le SSC. C'était une période assez difficile parce qu'on a pensé que la physique des particules allait s'arrêter dans le monde, puisque les Américains arrêtaient, les Russes avaient arrêté à cause de la chute du mur. Et c'est pas bien d'avoir une discipline qui est sans concurrence, avec une seule machine, etc. Bon, la machine a été décidée, ça a été très long pour la construire, très difficile, puisque quand on l'a décidée, on ne savait pas la faire en fait. Technologiquement, il y a des tas de choses qui n'étaient pas mûres, mais ce que ça montre, c'est quand on décide de faire un truc impossible, on finit par trouver des moyens de le faire. Alors que si on ne décide pas, on ne trouve pas les moyens de ne pas le faire. Donc parfois, il faut décider des choses impossibles pour voir si on est capable de les faire. Et en l'occurrence, comme vous le savez certainement, on a eu plein d'ennuis, parce que quelques jours après la mise en route de la machine, en 2008, c'est des aimants supraconducteurs, hein, donc dans l'hélium liquide à très basse température. Il y a eu un petit dépôt d'énergie qui a fait qu'un câble s'est échauffé. L'hélium liquide, du coup, a absorbé de la chaleur, du coup, a cessé d'être superfluide, et même d'être... et donc les câbles ont cessé d'être supraconducteurs. Du coup, le courant a dissipé de la chaleur. Ça a fait péter les aimants. Et il y a une sorte de réaction en chaîne qui a détruit à peu près un quart de la machine. Et il a fallu presque 1 an et demi pour réparer tout ça. Et on a démarré la machine avec une énergie moindre que celle qu'on envisageait pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de reproduire un tel événement. Et on a vu le boson de Higgs à partir du mois de juin 2012, et on a eu la confirmation le 4 juillet que c'était bien une nouvelle particule. Alors quand on dit on le voit, c'est pas on reconnaît le boson de Higgs à la télé, hein, comme on reconnaît sa voisine de palier le matin dans les escaliers. Hein, c'est plus compliqué, quoi. C'est une courbe, on voit un truc qui monte, on ne sait pas si c'est du bruit de fond. C'est ça. Mais c'est une histoire qui a duré 48 ans quand même. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé leur vie à pousser ce projet, à faire un travail très compliqué, très difficile, en collaboration avec des physiciens du monde entier. Parfois avec des phases de découragement, notamment quand on a pensé que la machine ne se ferait jamais, quand elle a explosé, quand... Bon, ça montre que, voilà, une certaine ténacité qu'on trouve dans ces métiers, et en même temps une capacité de s'organiser à grande échelle. Vous savez que c'est au CERN qu'on a inventé le web, pour la machine d'avant, le LEP, parce qu'il y avait des physiciens du monde entier qui commençaient à recueillir des données, et la question qu'on se posait, c'est comment envoyer des fichiers de données à des gens de n'importe quel pays. Comment trouver un format qui soit compatible avec les formats locaux. Ben, le web, ça a été ça. C'est au CERN qu'on a inventé le www, qui est devenu un peu plus tard Internet. C'est bien la preuve d'ailleurs que, comme le disait Paul Valéry, l'homme sait assez souvent ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Donc les gens inventent le web pour échanger des données de physique, puis 10 ans plus tard, ça devient le lieu où on organise des sites de rencontres. Et là, évidemment, ils n'ont sûrement pas compris le truc. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand le signal qu'on a vu a commencé de montrer, sans que ce soit une preuve, mais en tout cas c'était un indice assez fort, qu'il s'agissait d'une nouvelle particule, et non pas d'un bruit de fond. Parce que des bruits de fond, c'est souvent des pièges. On croit qu'il y a un truc, en fait c'est une fluctuation qui finit par disparaître quand on augmente la statistique. Mais si en accumulant la statistique, vous avez un pic qui monte, c'est que ce n'est pas une fluctuation. Et la réaction des gens, ça a été quoi à votre avis?
Les gens étaient crevés, hein, épuisés. Nuit blanche, enfin, le taux de divorce qu'aura provoqué le X, c'est 100% en fait. Hein. Tout le monde a divorcé 3 fois, 4 fois. Nuit blanche. Donc, mais les gens, quand ils ont vu le pic, ils ont pleuré. Ils ont pleuré, tout bête.